Salut, bienvenue chez Horror King. Abonne-toi à la chaîne, clique sur le pouce bleu et dis-moi en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du soutien. On y va. Histoire 1. J'ai grandi dans un bordel. Pas seulement des coups, même si des coups il y en a eu. Surtout, mes parents m'ont ignoré. Ils ont tous les deux eu des problèmes d'alcool. Ma mère, Marie-Claude, a travaillé à temps partiel, comme elle le disait, pour pouvoir être là pour moi. Mais la vérité, c'est qu'elle passait la plupart de son temps libre dans une bouteille ou au lit. Mon père, Jean-François, a été le pourvoyeur principal, camionneur longue distance. Il traversait le Québec et parfois l'Ontario. Il était parti la plupart du temps. Je me suis débrouillé seul. Notre appartement se situait à la lisière de Saint-Jérôme, entouré par des kilomètres de forêt laurentienne dense. Depuis que je suis petit, ces bois m'ont hanté et attiré. Rapidement, j'ai passé mes journées à les arpenter. Ma passion pour la nature n'a fait que grandir. J'ai vite remarqué que mes parents ne suivaient pas mes allées et venues. Alors j'ai commencé à camper dans les bois pour la nuit, ici et là, juste pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter. Comme je m'y attendais, personne ne s'est inquiété. Bientôt, j'ai passé des semaines entières dans l'immensité sauvage laurentienne. Un matin, tout a basculé. Mon père m'a surpris en sortant des bois. Il venait de revenir d'une tournée jusqu'à Québec et au-delà. Il faisait tôt. Il a explosé de colère en voyant son fils de 12 ans sortir des arbres à 5 heures du matin, en pleine journée d'école. En plus de me rouspéter, il m'a passé un savon. Ils m'ont tous les deux engueulé comme jamais. Ça ne m'a pas empêché de retourner dans les bois. Après une semaine à me faire discret autour de Saint-Jérôme, j'ai attendu que mon père parte et que ma mère boive. Quand j'ai été sûr qu'elle dormait, je me suis enfui vers ma vraie maison. Je me glissais chaque matin avant l'école, sans que personne ne le remarque. Ça n'a pas pris longtemps avant que les choses reprennent comme avant. Si je n'étais pas en classe, j'étais dehors, à Romeur-la-Forêt. J'ai eu plusieurs camps éparpillés dans les bois. Très tôt, j'ai découvert que je n'étais pas seul à chercher refuge. Parmi ces usurpateurs, il y avait des petits groupes de sans-abri qui utilisaient la forêt comme planque pour camper et picoler loin des yeux de la Sûreté du Québec et du public. J'ai fait l'erreur de rester trop longtemps au même endroit une fois, et presque on m'a agressé. Après cette altercation, j'ai déplacé mes camps de l'autre côté de la rivière du Nord. Certaines nuits, je me cachais dans l'ombre et je regardais ces gens se détruire au crack et à l'alcool. J'entendais leurs cris, leurs rires rauques, le fracas des bouteilles contre la roche. Souvent, la violence éclatait, et plus je voyais ça, plus je les haïssais. Après tout, j'avais déjà assez de violence à la maison. Les mois ont passé. Je me suis enfoncé plus profondément dans la forêt laurentienne, toujours à la recherche d'un nouveau coin à explorer. L'été est arrivé, et avec lui encore plus de sans-abri. Ils ont installé leurs camps infects un peu partout dans le bois. À ce stade, j'étais encore en sécurité tant que je restais de mon côté de la rivière. J'avais appris seul à traverser sans me faire repérer. Mais mon paradis allait me quitter pour toujours. Ce sont ces mêmes gens qui allèrent me le voler. Un après-midi de canicule, j'étais sur la berge pour boire. L'air sentait la vase chaude et la sueur. J'avais entendu des voix au loin, alors j'ai tendu l'oreille. J'ai rempli ma gourde et je suis revenu vers mon camp quand j'ai entendu une dispute de l'autre côté de la rivière. Curieux, je me suis planqué et j'ai regardé. Il y avait une tente dépenaillée et à côté, 3 hommes et une femme qui hurlaient.
Ils étaient trop loin pour que je comprenne les mots. Ils oscillaient, visiblement torchés. Après quelques minutes d'observation, l'un d'eux a frappé un autre à la tête avec une bouteille de bière. Le mec a vacillé et est tombé au sol. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il se relève. Il ne s'est pas relevé. L'agresseur a ramassé un gros caillou et l'a écrasé sur la tête de l'homme à terre. Il a fait ça encore et encore, 1, 2, 3 fois. À chaque fois, le bruit sec du caillou sur le crâne résonnait comme un tambour dans ma cage thoracique. J'ai dû mordre ma langue pour ne pas crier. L'odeur du sang a commencé à me frapper, ferraille et terre mouillée. Mon cœur battait si fort que j'ai senti la pulsation jusque dans mes tempes. La femme a alors hurlé quelque chose et a giflé le type agressif sur la poitrine. Il est resté de marbre, comme si rien ne l'atteignait. Il regardait simplement le tas de chair qu'il avait créé. Puis, après une minute qui m'a paru une éternité, les autres ont crié quelque chose et ils se sont tous tirés, en courant contre le soleil. J'ai enfin pu respirer, mais je n'ai pas bougé, terrifié à l'idée qu'ils reviennent. Je suis resté caché pendant des heures. Le silence après le carnage était pire que le bruit. Finalement, j'ai décidé qu'ils n'allaient pas revenir. J'ai imaginé que l'homme au sol allait se relever. Quelle idée stupide! J'ai eu cette folie dans la tête. Il fallait que j'aille chercher de l'aide. Ivre ou pas, c'était un être humain. J'ai sprinté, j'ai couru les 3000 qui séparèrent les bois de notre appartement. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient. Par chance, mon père était rentré. Je suis entré en hurlant, essoufflé, et j'ai crié leur nom. Je les ai trouvés assis sur le divan. Ils m'ont regardé. Mon père m'a dit de me taire et m'a demandé ce qui se passait. J'ai raconté la scène, chaque détail que j'avais vu. Au lieu d'appeler quelqu'un, mon père a commencé à me crier dessus pour m'avoir désobéi. Ma mère, bégayante et éméchée, s'est jointe à la charge. Ils m'ont passé un savon comme jamais. Le pire, c'est que ma mère m'a accusé d'inventer l'histoire pour attirer l'attention. Je l'ai nié, bien sûr. Elle n'écoutait pas. La suite a été la même que d'habitude. Mon père a enlevé sa ceinture et m'a flagellé jusqu'à ce que je pleure. Il m'a dit de me taire, qu'il fallait avoir quelque chose de vrai à pleurer. J'ai compris que la discussion était close. L'homme blessé n'allait pas recevoir d'aide. J'étais juste un gamin stupide. Je me suis effondré dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, comme tant de fois. Mes escapades dans les bois se sont arrêtées. Je ne pouvais plus sortir sans que l'un de mes parents me surveille, et sortir dehors est devenu impensable. Peu de temps après, on m'a envoyé vivre chez mon grand-père, pas loin de Québec. J'ai pensé que la vie allait être pareille, peut-être pire. Il devait bien y avoir une raison pour laquelle ma mère était si détruite. J'ai gardé la garde haute pendant longtemps, en attendant le premier coup. Mais au lieu de cela, j'ai reçu une vie dont je n'avais jamais osé rêver. Grand-père Marc s'est révélé être un homme aimant et patient, l'exact opposé de tous les adultes que j'avais connus. La première fois qu'il m'a demandé ce que j'aimais faire, je suis resté sans voix. Personne ne m'avait jamais posé cette question. J'ai avalé ma salive et je lui ai parlé de mon amour pour la nature, en m'attendant à des rires ou du mépris. À la place, son visage s'est illuminé. Il a passé l'heure suivante à me raconter ses souvenirs de camping avec son père, dans les Laurentides et le long du fjord du Saguenay. À ce moment-là, j'ai su que j'étais devenu l'enfant le plus chanceux du monde. Au printemps suivant, nous avons passé chaque instant disponible à randonner dans les bois et les parcs du Québec. Les connaissances qu'il m'a transmises
remplirait une bibliothèque entière. Même s'il était devenu trop âgé pour m'accompagner sur les sentiers, je lui rendais visite régulièrement et je lui racontais mes nouvelles aventures. Son corps s'est affaibli, mais son esprit est resté solide comme un roc. Je dois plus à cet homme que je ne pourrai jamais rembourser. Il a tout fait parce qu'il m'aimait. Il m'a fallu 3 ou 4 ans avant de trouver le courage de lui confier ce que j'avais vu dans la forêt et la culpabilité d'avoir gardé le silence. J'ignorais comment il allait réagir. Au début, il est resté silencieux. Puis il s'est redressé et m'a serré contre lui. Quand il m'a finalement lâché, je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a conseillé de contacter la Sûreté du Québec et de leur raconter l'histoire. Après ça, la responsabilité ne serait plus sur mes épaules. Je n'aurais plus à me sentir coupable. Je l'ai fait. J'ai appelé. Après avoir parlé, je me suis lavé les mains de cette culpabilité. En grandissant, j'ai compris que mes parents étaient en tort, pas moi. J'avais fait ce qu'il fallait. S'ils avaient choisi de ne rien faire, c'était leur choix. Je suis parti au cégep, puis à l'université. À mon retour pour Noël, Marc m'a annoncé que les responsables avaient été retrouvés. Tous, sauf la femme, étaient morts. Elle avait indiqué l'emplacement du corps aux enquêteurs. Ils ont voulu me remercier d'avoir parlé et d'avoir aidé à résoudre cette affaire, des années après. Avec ça, j'ai tourné la page. J'ai laissé cette terrible partie de ma vie derrière moi. Puis, récemment, le décès de mon père a ressorti ces souvenirs que j'avais refoulés depuis longtemps. Tout est revenu. Ma passion pour les bois et leurs créatures est devenue mon métier. Aujourd'hui, je parcours le Québec et le reste du Canada pour découvrir et préserver ces coins sauvages avant qu'ils ne disparaissent. Quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer quand j'étais ce gamin coincé dans un appartement miteux à la lisière de Saint-Jérôme. Sans l'amour, la compréhension et l'enseignement de Marc, rien de tout ça n'aurait existé. Quand la nuit tombe et que je marche seul sous les pins, j'entends parfois un craquement qui me renvoie à ces voix lointaines. Parfois, je sens encore l'odeur du sang et de la terre humide s'accrocher à mes souvenirs, comme un relent qui refuse de partir. Mais chaque arbre que je protège, chaque parc que je défends, je le fais aussi pour lui, pour cet homme étendu sur la rive que j'ai abandonné au silence, et pour le gamin qui a appris à écouter la forêt au lieu des cris de la maison. On s'est connus depuis qu'on avait 2 ans. On habitait dans la même rue, un quartier tranquille de Montréal, encore aujourd'hui. Quand on se connaît depuis si longtemps, on a des tas d'histoires embarrassantes et effrayantes à se raconter, mais ce soir-là, j'ai choisi celle-là. Quand on avait 8 ans, elle m'a proposé d'aller camper pour le week-end sur un terrain de camping provincial dans les Laurentides. J'avais tellement envie de m'échapper de la maison que j'ai dit oui sans hésiter. On est arrivé vers 10 heures du soir. Il faisait humide, l'odeur du feu de bois montait du secteur des feux communs, et les insectes faisaient un bourdonnement régulier, comme un tapis sonore. On a eu l'idée débile de se cacher dans les buissons pour faire peur aux gens qui passaient. On s'est esclaffé. On a surgi sur des promeneurs. La plupart ont rigolé, ont trouvé ça mignon et ont continué leur chemin. Puis, on a sauté sur un homme et son visage nous a cloués sur place. Il n'a pas sursauté. Il nous a regardés. Il a souri. Un sourire dégueulasse, de vieux pervers. Je n'ai pas vu grand-chose dans l'obscurité. Juste un type blanc, la quarantaine avancée, grand, de corpulence moyenne. Il dégageait une odeur âcre de cigarette et de whisky de pacotille.
Son parfum collait aux cheveux, à la veste. Marie-Claude et moi, on s'est figés. Il a gardé le sourire un moment, comme un prédateur qui jauge sa proie. Puis il a dit d'une voix douce, « Tu sais, vous devriez pas faire ça. C'est mal élevé. » Le ton m'a glacé. Il n'a pas paru surpris qu'on lui fasse une farce. Il nous regardait partout. J'étais paralysé. Marie-Claude a attrapé mon bras et a balbutié « Désolé », avant qu'on ne se mette à courir sans se retourner. On a passé la nuit à tenter de s'endormir sous la tente, le goût amer de l'incident au fond de la gorge. Le lendemain, la journée s'est déroulée normalement. On a exploré le camp, on a grimpé des collines, on a ri comme des gamines. Quand le soleil a commencé à se coucher, on courait encore comme si la nuit ne devait jamais tomber. À un moment, quelqu'un a poussé un cri en haut de la colline, un « youhou » qui a rebondi dans les arbres. On a levé la tête et on n'a vu personne sur le sentier. Sans réfléchir, j'ai crié en retour « Ouais, toi aussi !» Et alors, du haut de la pente, quelqu'un est descendu vers nous à petits pas. Devine qui? C'était lui, le même homme de la veille. Cette fois, je n'ai pas senti la peur tout de suite. J'étais de bonne humeur, innocente, et j'ai laissé mon attention glisser vers lui comme on laisse une ombre nous suivre. Il a braillé vers nous. « Où sont vos parents ?» Marie-Claude a répondu honnêtement. « Ils sont au terrain de camping. » Le sourire est revenu, plus large, plus figé. « Bon, il commence à faire sombre. Je vais vous raccompagner. » On a froncé les sourcils. On a refusé poliment. « Non, non, c'est loin, c'est bon. » Il a insisté en disant qu'il avait 2 enfants et des vélos qu'on pouvait emprunter à sa roulotte. « Venez, je vous montre. » J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais envie de partir en courant, mais j'ai accepté, stupide, parce que je ne voulais pas vexer un adulte, parce qu'on m'avait appris à être poli. On l'a suivi, en file indienne, lui marchant devant, jetant des coups d'œil derrière, ce sourire qui revenait à chaque fois, comme s'il vérifiait qu'on restait ses petites souris. Après environ 30 secondes de montée, on est arrivés à son emplacement. Il n'y avait aucun enfant, aucune trace de vélo, rien. Une sonnette d'alarme a commencé à résonner dans ma tête, aiguë. Il a dit « Attendez devant ma roulotte, je vais chercher ça. » J'ai regardé Marie-Claude. J'ai chuchoté que non, faudrait qu'on se planque, qu'on ne pourrait jamais courir assez vite pour atteindre nos parents si ça dérapait. On s'est faufilé dans les fourrés, les feuilles mouillées nous griffant les jambes. J'ai senti la terre froide sous mes paumes, des aiguilles de sapin piquant mon visage. Mon cœur a commencé à tambouriner dans ma gorge, fort, irrégulier, prêt à exploser. Au bout d'une minute qui m'a paru une éternité, j'ai vu la porte de la roulotte claquer. Il est sorti. Il tenait pas des vélos, il tenait du ruban adhésif gris, ruban adhésif large. Son mouvement était lent, précis, et quand j'ai vu ça, un froid m'a traversé la colonne vertébrale comme une lame. J'ai pensé à toutes les histoires que j'avais vues au salon avec mon père, ces affaires sordides sur des enfants disparus. J'ai vu, dans ma tête, des images d'emballage, des attaches, des garçons et des filles qui ne revenaient jamais. Le sourire dégueulasse a disparu et son visage s'est figé en colère. Il a scruté autour de la roulotte, même juste à côté de nous, où on était accroupis dans les broussailles, sans nous voir. Quand il n'a rien trouvé, il est rentré d'un pas lourd. J'ai attrapé Marie-Claude par la main, on s'est levés en hurlant, et on a sprinté vers notre emplacement, comme si nos jambes allaient céder. Les branches nous griffaient, on a glissé, on a trébuché,
On a senti la boue éclabousser nos chevilles. J'ai entendu des pas derrière nous, pas rapides, mais qui suivaient, puis qui se sont stoppés. Je me suis retourné un dixième de seconde et j'ai vu sa silhouette à la lisière des arbres, immobile comme une statue. On n'a rien dit à nos parents. On est allé se coucher. On s'est rendormi en tremblant, comme si les draps pouvaient nous protéger. Le lendemain, on est rentrés à Montréal. On n'en a pas parlé pendant des années. C'était comme un morceau de verre dans la bouche qu'on préférait recracher le plus tard possible. Il y a quelques jours, le souvenir m'est revenu en plein jour, sans prévenir. J'ai revu son sourire, j'ai senti l'odeur de cigarettes et de mauvais whisky. Rien n'en est sorti, personne n'a été retrouvé. Mais ces rencontres manquées te hantent. Ces presque rapts qui n'ont pas fini dans les gros titres, ça peut quand même finir dans les rapports de personnes disparues de la Sûreté du Québec. Ce genre d'histoire, ça colle à la peau. C'est... Les disputes commençaient toujours de la même manière. Tu ne me verras jamais mort dans le parc national du Mont-Tremblant, qu'il disait, la voix pleine d'un mépris presque affectueux. Trop de touristes bedonnant en VR, ça me gâche le plein air. Il aimait le vieux monde. Vieux monde était un euphémisme pour dire qu'à ses yeux, si ce n'était pas fait de toile ou de cuir, c'était de la camelote moderne. Ma mère a essayé plus d'une fois d'imposer des choses qu'on trouve banales aujourd'hui, des tentes en nylon, et il n'en a jamais voulu. Il préférait traîner partout sa grosse tente muraille moisie. Et ne me lancez pas sur les lampes à pétrole qui fuyaient et puaient l'essence partout. C'était un homme né en retard. L'expression « vivre à la dure » avait été inventée pour lui. On a souffert de ses façons archaïques. Jusqu'au jour où la quasi-mort de mon frère cadet lui a ouvert les yeux. Au début des années 80, mon père nous emmenait à la réserve faunique des Laurentides pour l'Action de grâce. Le temps était plutôt doux pour la saison. La forêt était belle. Je sens encore l'odeur des pins qui collaient aux cheveux. Ces retraites semblaient lui toujours tomber en pleine saison de chasse, pour une raison que je n'ai jamais comprise. Il y avait souvent des coups de feu autour du camp. Peut-être que mon père chassait avant de rencontrer maman. Je crois qu'elle lui avait interdit ensuite, et c'était sa façon de lui tenir tête. En tout cas, les détonations faisaient partie du paysage sonore. Nous, avec Michel, on avait grandi sans beaucoup de surveillance. Les parents n'avaient même pas imaginé le danger. Des hommes qui appuient sur des gâchettes et deux gamins qui jouaient seuls dans les bois, c'était normal. À l'aube, on partait du camp, on explorait jusqu'au déjeuner, on repartait, on rentrait au souper. Je ne me rappelle pas d'un seul moment où quelqu'un a dit « reste près du feu ». Ça nous semblait naturel. Une action de grâce en particulier a tout changé. On avait passé la journée à courir, à ramper sous les fourrés. C'était l'époque des films de soldats, des héros musclés. Michel et moi adorions nous déguiser en camouflage. Son anniversaire avait eu lieu quelques jours plus tôt, et il avait reçu 2 émetteurs-récepteurs, J.E. Joe. Franchement, c'était du matériel bon marché. Mais on en était fous. Après le déjeuner, on est retourné dans les bois. Je ne sais pas exactement ce que je faisais à ce moment-là. Je me suis assis sur un tronc tombé et j'ai entendu un coup sec. Un bang qui a déchiré l'air. Ensuite, un sifflement est passé à côté de ma tête. J'ai roulé sur le ventre, le cœur battant comme un tambour dans ma gorge, en attendant un autre coup. Je n'ai pas compris tout de suite. Quelque chose m'a dit « Ne bouge pas ». 30 secondes au plus se sont écoulées, puis j'ai entendu des gémissements lointains. Michel n'était plus à côté de moi.
J'ai appelé sur l'émetteur. Pas de réponse. Un nouveau bruit est arrivé. Une sorte de souffle qui rappelait mon prénom. Alors j'ai répété encore. Rien. La peur a commencé à me ronger. J'ai crié son nom. J'ai dit que le jeu était fini, qu'il devait répondre. Le silence m'a répondu, seulement le froissement des feuilles. Je me suis dirigé vers ce froissement. J'ai arrêté. Rien. J'ai appelé encore. Le froissement a repris, suivi d'un autre gémissement, plus proche. J'ai couru une vingtaine de mètres et je me suis arrêté. Le son est revenu, là, juste à ma droite, tout près. Je ne voyais rien. Je me suis laissé tomber sur le ventre et j'ai balayé le sol du regard. À environ 1 mètre, j'ai vu le bas d'une chaussure Nike. J'ai su que c'était celle de Michel. Je me suis jeté dans les broussailles. Ce que j'ai trouvé me déchire encore le cœur quand j'y repense. Michel était là, allongé, les yeux écarquillés, la peur figée sur le visage. Sous son bras, une trouée. Le sang coulait, chaud et rapide, tachant la mousse et l'écorce. L'odeur métallique m'a giflé, comme si la forêt venait de saigner. J'ai fait semblant de garder mon sang-froid. Je ne voulais pas qu'il panique davantage. J'étais un gamin, j'aurais peut-être su mieux faire si j'avais été plus vieux, mais j'ai fait ce que je pouvais. Je l'ai ramassé. Il pesait lourd, trop lourd pour mes bras. J'ai réussi à le porter sur près de 100 mètres avant d'avoir dû le poser. Il souffrait. Sa voix était devenue un fil. « Laisse-moi. Va chercher de l'aide. » J'ai senti mes jambes flancher. J'ai failli craquer. Mais j'ai tenu bon. J'ai couru encore, environ 1 kilomètre sans m'arrêter jusqu'au campement. Maman avait compris que quelque chose n'allait pas. Elle a crié d'une voix paniquée pour mon père. Mon père est sorti de la tente. Il m'a regardé, essoufflé. « C'est grave ?» Je n'avais plus la force de parler. Je l'ai juste pointé vers l'endroit où je l'avais laissé. Il a plongé et a filé. Quand je l'ai rattrapé, papa avait déjà pris Michel dans ses bras et courait vers le camion. Dans la voiture, sur le chemin de la ville de Québec, maman n'arrêtait pas de lui parler, de dire « Tiens bon, tiens bon ». J'étais derrière, pressant ma chemise contre la plaie pour ralentir l'écoulement. Ce qui aurait normalement pris au moins 30 minutes nous a menés en un peu moins de 20. Papa a remis Michel entre les mains des médecins. Ils ont opéré en urgence dans l'heure qui a suivi. Les 3 heures qui ont suivi m'ont paru une éternité brûlante. J'ai vécu chaque seconde comme un coup de couteau. J'ai été à la fois stupéfait et horrifié. Stupéfait que cela arrive à mon frère. Horrifié que cela ait pu arriver à nous. À l'époque, je n'étais pas parent. Plus tard, en devenant père moi-même, j'ai compris combien mes parents étaient loin d'être calmes. Ils avaient juste appris à respirer lentement pour ne pas craquer. Après minuit, le médecin nous a dit « Ça a été touch and go longtemps ». J'ai découvert bien plus tard que Michel était mort plus d'une fois pendant l'intervention. Et pourtant, il a eu une chance, une vraie chance de s'en sortir complètement. La vie à la Sûreté du Québec est arrivée à l'aube. Les enquêteurs sont venus nous interroger. Une fois l'urgence dissipée, je me suis effondré plusieurs fois en racontant ce qui s'était passé. C'était la première fois que j'acceptais la possibilité que j'aurais pu être atteint aussi. Michel allait rester à l'hôpital plusieurs semaines. Mes parents ont pris une chambre d'hôtel à Québec, pensant au mieux. Mon père avait envisagé de rester au camp, puis, après une courte conversation avec maman, il a renoncé. Les enquêteurs nous tenaient au courant. Mais même lorsque Michel est sorti de l'hôpital, aucun nom n'avait été relié à la balle. La théorie la plus répandue était qu'un braconnier avait confondu le mouvement dans le fourré avec un chevreuil et avait tiré.
Ça expliquait les alertes pendant la vérification des permis de chasse. Ce n'était pas la première fois. Et malheureusement, ce ne serait pas la dernière. Michel faisait partie des chanceux. 34 ans ont passé depuis. Personne n'a jamais été formellement lié à la rafale qui a atteint mon frère. Michel s'est complètement rétabli. Il a monté sa boîte, fondé une famille. Il a vécu comme si rien ne s'était passé, comme si la forêt n'avait pas gardé son cri. Nous n'avons jamais remis les pieds à la réserve faunique des Laurentides. Et mieux encore, mon père a fini par admettre que, avec tous ces touristes bedonnants et leur VR dans le parc national du Mont-Tremblant, c'était finalement un endroit plus sûr pour nous. Entre 12 et 17 ans, j'ai eu la chance de passer des vacances dans des endroits magnifiques, comme les parcs nationaux de Banff et de Jasper. C'est ainsi que j'ai appris que le camping devait être paisible, silencieux. Et je suis presque sûr que Michel aurait été d'accord. Mais la nuit, parfois, quand le vent se lève et que les aiguilles de pin frottent entre elles, j'entends encore un sifflement. J'entends encore un pas qui s'arrête, juste à côté. Et je sens l'odeur métallique du sang, comme un fantôme qui ne veut pas partir. Je repense au visage de mon frère, figé dans la terre, et le bruit d'un coup de feu résonne toujours comme un glas dans ma poitrine. Je me dis que la forêt n'oublie pas, qu'on emporte toujours quelque chose avec soi quand on rentre d'un bois. Je vous le dis à voix basse, en buvant mon verre. On croyait être invincible, on savait jouer à la guerre. Mais la vraie guerre, la plus sournoise, c'est celle où personne n'apparaît. Celle où la balle qui traverse l'air ne crie pas. Elle se contente de prendre, puis de s'en aller. Et parfois, la nuit, je me demande si le tireur n'a pas continué à marcher dans le bois, le visage plongé dans le brouillard, sans savoir qu'il avait failli tuer une vie d'enfant. Je me demande ce que deviennent les gens qui tirent, sans regarder. Ils continuent peut-être d'appliquer leurs règles dans la forêt, ou bien ils s'endorment chaque nuit avec le même sifflement dans les oreilles. Moi, j'ai appris à respirer plus lentement, à sentir l'air pineux, à écouter, à ne plus jamais me dire que l'on est à l'abri simplement parce que l'on est petit. C'est terrifiant, mais c'est la vérité. Et si vous allez en forêt, faites-moi une faveur. Écoutez le silence, sentez le sol sous vos mains, et n'oubliez jamais que parfois, parmi les feuilles, il y a des choses que le monde civilisé ne veut pas voir. Je ne sais plus qui a eu l'idée en premier, mais à la fin de la journée, on avait déjà fixé la destination et la date. Même si j'avais campé des centaines de fois dans les montagnes des Laurentides, j'étais presque certain que ni Jean-François, ni Sylvain n'avaient ce genre d'habitude. Ils étaient arrivés tard dans la famille. Mon vrai père était déjà mort à ce moment-là. C'était lui qui adorait le plein air. Mon beau-père Lucien, pas du tout. Ne vous méprenez pas, c'était un homme bien, mais la nature, ce n'était pas son truc. On a fait la liste de tout ce qu'il fallait. 4 caisses de Molson, des steaks, des pommes de terre, le tapis de sol, la tente la plus simple que j'ai trouvée. Et on a tout chargé dans notre camion Ford. On est parti à l'aube le lendemain. En quittant notre coin de l'est de Montréal, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, ni de ce que ça ferait à notre lien, ce lien qu'on croyait incassable. 3 heures de route par l'autoroute 15, direction nord, ça s'est passé sans histoire. J'étais content de voir que tout était sec autour, ça facilitait le feu. Allumer un feu, pour moi, ce n'était jamais un exploit, j'avais l'habitude. Je savais que mes 2 frères n'avaient jamais fait plus que fumer une cigarette. J'avais pris du liquide d'allumage par précaution, même si je n'en ai finalement pas eu besoin.
J'ai monté le feu. Jean-François et Sylvain ont appliqué ce qu'ils avaient appris en regardant des vidéos en ligne pour monter la tente. J'avais pris la tente la plus simple au magasin, mais même comme ça, il leur a fallu près d'1 heure. Quand ils sont revenus, le feu était déjà énorme. J'avais enterré les pommes de terre dans les braises. J'avais préparé les steaks achetés à l'épicerie Métro. Et j'en étais déjà à ma 2e bière. Les steaks n'ont pas mis longtemps. Une fois la nuit tombée, on s'est mis à table. C'était délicieux. Après le dîner, le vrai camping a commencé. J'avais choisi un site isolé volontairement, loin d'une route fréquentée, sur un chemin de débardage, à l'intérieur de la réserve faunique. On devenait insupportable quand on buvait, on hurlait la musique, on aimait les grands feux. On ne peut pas faire ça quand d'autres campeurs dorment à côté. Cette soirée-là, c'était la folie. On a vidé 2 caisses, en se racontant n'importe quoi, en riant fort. On ne s'est pas effondré avant l'aube. C'était quelque chose dont j'avais besoin depuis longtemps. Malgré la gueule de bois, j'ai juré sur place qu'on recommencerait plus souvent. Quand je me suis traîné hors du sac de couchage, il était déjà largement passé midi. Jean-François et Sylvain étaient réveillés, assis près d'un feu éteint, chacun une bière à la main. Ils avaient l'air heureux de me voir. Je leur ai demandé pourquoi le feu ne reprenait pas. Jean-François a marmonné qu'il n'arrivait pas à le rallumer, ce qui m'a fait rire. Je suis allé chercher une grosse poignée de bois dans la lisière et je les ai posés sur les braises mortes. J'ai soufflé dessus. Les braises ont pris vie en un instant. Le feu a bondi, vigoureux, en quelques minutes. Je suis allé à la ruisseau pour chercher de l'eau. Leur tête, quand je suis revenu, valait de l'or. La mâchoire de Jean-François pendait comme si elle s'était décrochée. Sylvain avait l'air sur le point de me demander comment j'avais fait. J'ai mis l'eau à bouillir et, pendant qu'elle chauffait, j'ai fait une grosse omelette pommes de terre œufs. On a avalé ça avec du café instantané Tim Hortons. Après le déjeuner, je me sentais mieux. J'ai proposé d'aller pêcher. On n'est revenu qu'à la tombée du jour. Malheureusement, personne n'avait pris de poisson qu'on pouvait garder. Mais je voyais que Jean-François était déjà bien avancé côté ivresse. J'ai fait cuire ce qui restait du steak. On a fini la bière restante. Cette soirée a été beaucoup plus tranquille que la veille. Je ne voulais pas faire un gros feu. Je savais que ça me compliquerait la tâche pour l'éteindre complètement avant de partir. La nuit, les 3 d'entre nous avons parlé de broutilles, des filles, du boulot. Vers 2 heures du matin, on a décidé d'arrêter de boire. Je me rappelle que Jean-François est sorti pour pisser. Il avait bu beaucoup plus que Sylvain, à mon avis. Il a essayé plusieurs fois de se lever de son sac, mais il a fini par sortir de la tente. Je dois m'être évanoui peu après, parce que je n'ai plus de souvenirs avant la lumière du matin. Le soleil commençait déjà à percer entre les arbres. J'ai eu une envie irrépressible de pisser. J'ai tâtonné jusqu'à la fermeture éclair, en essayant de ne pas réveiller les autres. Quand j'ai ouvert la tente, une odeur étrange m'a frappé, un parfum de viande brûlée, crue et atroce. J'ai pensé que l'un d'eux était déjà levé en train de cramer le déjeuner. J'ai regardé derrière moi. Sylvain dormait encore. Jean-François n'était pas là. Je suis sorti en me moquant mentalement, prêt à faire une remarque sur sa catastrophe culinaire. Mais la scène qui m'a sauté aux yeux a effacé la plaisanterie. Le feu était presque éteint. Un grand corps gisait sur les braises mortes. L'odeur m'a envahi, chaude et putride. Il m'a fallu un instant pour comprendre ce que je voyais. Jean-François était étendu face contre terre, l'une des extrémités de son corps reposant sur ce qui avait été la fournaise. Il ne bougeait pas.
Sans réfléchir, je l'ai attrapé et je l'ai roulé. La peau était noire. Une odeur de brûlé, métallique et animale, m'a frappé la gorge. J'ai hurlé le nom de Sylvain. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai couru vers la tente et je l'ai secoué. D'abord, il a grogné, encore embrumé. Quand je lui ai hurlé que Jean-François était mort, il a bondi. J'ai juste pointé le feu. Il est sorti d'un coup. En face du cadavre calciné, il a vacillé. Il est tombé à genoux et il a crié, un cri qui s'est enfoncé dans mes os. À cet instant, j'ai voulu être ailleurs. Le vent glissait sur le rivage caillouteux du ruisseau. Une odeur s'est collée à ma bouche. J'ai réalisé que j'avais pissé dans mon sac. Peu importait. La vision se précisait et j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, pas comme ça que je me souviendrais de lui. Finalement, j'ai rampé jusqu'à la tente et je me suis mis à pleurer à mon tour. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Puis je me suis dit qu'il fallait appeler les secours. Ils sont arrivés environ 1h30 plus tard, une voiture de la Sûreté du Québec et une ambulance de Saint-Jérôme. Quand le coroner est parti avec le corps, j'ai pris mon courage et je suis sorti de la tente. Sylvain parlait avec un des agents. L'odeur était si forte que j'ai eu des hauts le cœur et je suis retourné dans la tente. Un autre policier est venu s'asseoir près de moi à l'intérieur. On a parlé de la tournée de la veille, des détails insignifiants. Rien qui n'avait l'air de tenir ensemble. Il est parti 20 minutes plus tard. Ensuite, nous avons commencé à démonter le camp. Sylvain m'a aidé en silence. On n'a pas dit un mot. J'ai bougé vite, comme si l'air chargé de chair brûlée allait coller à ma peau si je restais. Peut-être que j'ai paru froid, indifférent. Je sais que j'ai eu l'air dur. Mais j'étais l'aîné. J'avais la responsabilité d'appeler la famille. Je savais que notre mère, Marie-Claude, allait être écrasée. Je ne voulais pas qu'elle apprenne la nouvelle par les informations ou par la télévision à sensation. Pour Sylvain, je ne peux juger ses sentiments. Personne n'a le droit de dire à un autre comment pleurer. Mais, au fil des semaines qui ont suivi, j'ai senti un froid glisser entre nous. Sylvain m'observait d'un œil nouveau, méfiant. Il y avait quelque chose dans son regard, un questionnement qui s'est installé, persistant. Quand les résultats du médecin légiste sont arrivés, des choses bizarres ont été notées. Des ecchymoses partout dans le dos de Jean-François. Sa tête avait une fracture du crâne. Ce sont des détails qui ont mis du carburant dans le feu des soupçons. Les médecins ont dit que la chaleur d'un incendie peut faire éclater un crâne. Ils ont expliqué, avec leurs mots blancs et précis, comment la chair se contracte, comment les os craquent sous l'effet du feu. Des explications qui sonnent vraies. Mais pour Sylvain, rien n'a apaisé la douleur. Au contraire, ces faits ont cimenté sa certitude que quelque chose d'autre s'était passé. J'ai toujours pensé que Jean-François avait trop bu, qu'il s'était peut-être écroulé ou qu'il avait trébuché dans les braises. Il était plus ivre que nous, mais Sylvain s'est convaincu que j'étais mêlé à sa mort. J'ai mes propres doutes, bien sûr. J'avais vu par moments Jean-François et Sylvain se disputer. Ils se disputaient parfois, et ça s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce. Ça ne prouve rien. Personne n'a le droit de commander au cœur de l'autre comment il doit ressentir. Pour l'instant, je fais tout pour maintenir la famille unie. Maman a besoin de nous. Elle voulait une grande famille. Après la mort de papa, elle a cru que ses rêves étaient finis. Puis Lucien est arrivé. Il a parlé d'adoption et elle a été folle de joie. Jean-François et Sylvain, c'était presque comme si j'avais du sang d'eux. Tout le monde les aimait.
Mais la perte, la suspicion, ça ronge. Si maman apprenait que nous étions divisés, ça la briserait. Peut-être la tuerait ça, littéralement. Je vais tout faire pour recoller les morceaux. Pour maman, pour Jean-François, pour moi. Je vais creuser, fouiller cette faille entre les deux frères. Si ça mène à la vérité, même si la vérité détruit ce qui reste, je la trouverai. Je lui dois ça. Après tout, Jean-François était mon frère aussi. Je travaille, j'habite près d'eux. Enfin, la vie continue, insomniaque maintenant, avec ce goût de brûler dans la gorge, ce silence pesant où se glisse, parfois, au milieu de la nuit, des souvenirs en forme de petites flammes qu'on n'arrive plus à souffler. J'avais 12 ans quand on campait sur un petit bout de terre dans les Laurentides, au Québec, là où toute la famille de ma mère possédait des cabanes. C'était au milieu de nulle part, sur une propriété privée, et sur la montagne, tout le monde était un peu de la parenté. On avait grandi à passer nos étés au coin du feu, à se raconter des histoires qui font peur, à courir partout avec les cousins. Pour imaginer le chemin, pensez à un grand T. Au-dessus du T, à 150 pieds, coulait la rivière sauvage. Si on prenait à gauche sur le T, on passait devant plusieurs maisons de la famille, puis la route se perdait dans un bois épais. Si on filait tout à droite sur le T, on arrivait à la minuscule cabane de ma mère où on logeait. Moi, j'aimais traîner seul. Je le préférais. J'étais sur le point de partir quand ma tante Sophie a demandé à venir. Elle avait 14 ans de plus que moi. Elle était une grande gamine. À l'époque, elle avait les cheveux roses, était couverte de tatouages et faisait près de 6 pieds. Pas le genre qu'on intimide facilement. J'ai accepté. Elle a admis qu'elle voulait m'accompagner juste pour fumer un pétard, à l'abri du regard désapprobateur de ma grand-mère Cécile. J'étais un bon enfant. Même si elle m'a proposé d'y goûter, l'idée de la drogue m'a fait peur, alors j'ai refusé. Du bout de la route, partait un sentier de terre vraiment rugueux qui descendait vers le bois, la rivière en hauteur toujours à 150 pieds. Si on marchait vers la rivière, elle descendait en pente, et après quelques kilomètres, on tombait sur un de ces escaliers étranges qui mènent nulle part. Ce jour-là, j'avais pris le sentier. J'avais descendu ces 150 pieds le long de la rivière. J'avais regardé les poissons et les écrevisses filer, senti l'odeur de la mousse et de l'eau, les pieds qui craquent sur les pierres. Ma tante Sophie était un peu derrière moi, déjà planante. J'étais dans ma bulle, je pensais à rien, quand soudain j'ai entendu un petit clic qui m'a ramené. J'ai levé la tête, j'ai regardé autour, confus. Mes yeux sont tombés sur un homme que je n'avais jamais vu, debout de l'autre côté de la rivière, à pas plus de 15 pieds de moi, tiercier de moi. Il venait sûrement de sortir du bois. Il faisait chaud, mais il portait une veste noire et un jean usé. Il tenait un vieil appareil photo jaune à pellicule, de ceux dont on rembobinait le dessus, et il venait de faire un clic pour pouvoir prendre une autre image. J'ai été figé. En des années de séjour là-haut, personne d'autre que la famille ne passait. Il m'a souri, puis il a prononcé « Lilou » en regardant l'appareil. Il devait avoir une 40aine d'années. Il était râblé, barbu, grand et plutôt maigre. Il a fait un pas vers moi. Moi, j'ai reculé d'un pas. Il a tourné la molette et a pointé l'appareil droit sur moi encore une fois. J'étais muet, incapable d'aligner 2 mots. J'ai reculé une autre fois et presque glissé sur une pierre. À ce moment-là, ma tante Sophie a traversé les arbres en titubant, en pleine phrase sur combien le fait d'être choute lui manquait. Et elle s'est arrêtée net en le voyant. Elle m'a regardé. Moi, j'étais figé,
comme une biche prise dans les phares. Je me suis lentement retourné. Il ne regardait pas ma tante, il me fixait, moi. Il a cliqué encore une fois sur nous, et puis il a fait quelque chose qui a glacé mon sang et qui a transformé le bizarre en pur cauchemar. Il a mimé un petit « tut, tut, tut » avec son doigt, puis il a montré ce qui ressemblait à un étui de couteau sanglé à sa hanche, et ensuite, avec son index, il a fait le geste de se trancher la gorge. Là, c'était l'autopilote. Je me suis retourné et j'ai foncé dans les arbres. J'ai attrapé ma tante Sophie. Mon cœur battait si fort que j'entendais son martèlement dans mes tempes. J'ai cru entendre un dernier clic derrière moi, puis des éclaboussures dans l'eau. Mes jambes se sont ramollies comme de la gelée. J'ai failli m'effondrer. La rivière, elle, était profonde par endroits. Mais là où nous étions, elle aurait atteint des cuisses d'un homme adulte. On a sprinté sans réfléchir, comme un lapin qui fuit un renard. Quand on a aperçu l'escalier, ma tante m'a vigoureusement tiré de l'autre côté et s'est glissée à côté de moi. On a repris notre souffle. Je respirais si fort que j'ai dû me couvrir la bouche pour étouffer le bruit. J'ai regardé autour. Les arbres étaient si denses que je ne voyais plus la rivière depuis l'escalier. Mais malgré le battement furieux de mon cœur, j'ai entendu le craquement des branches, comme si quelqu'un fracassait le bois en courant. J'ai eu peur, une peur affreuse. Le chemin pour revenir à la propriété familiale n'était pas droit. Il fallait slalomer, faire des S entre les racines, éviter des trouées, parce que par endroits, la terre plongeait en cailloux et tu pouvais facilement te tordre la cheville ou te fracasser contre un tronc. Dans ma panique, j'ai pensé aux serpents qui pullulaient là-bas, et ça a ajouté au vertige. Je sanglotais, je haletais. On avait encore quelques kilomètres avant d'atteindre le premier bout de terrain appartenant à la famille. Mon esprit courait, mais je savais qu'il fallait partir. On n'avait aucune arme. Rester sur place me paralysait. Mes bras et mes jambes étaient déjà entaillés. Avant que je ne puisse décider, ma tante Sophie m'a arraché presque de force vers la route en T, trébuchant, courant comme si la vie nous pressait. Je n'ai pas tenu le rythme longtemps. J'ai raté un pas, j'ai heurté une branche et je me suis écrasé contre un arbre, la tête la première. Je me suis recroquevillé, le goût du sang dans la bouche. J'avais mordu ma lèvre. Je tournoyais, mais l'adrénaline m'a poussé à ramer vers un tronc. Ma tante a remarqué que je n'étais pas collé derrière elle. Elle a fait demi-tour en panique, s'est agenouillée devant moi en chuchotant, répétant qu'il fallait qu'on avance. J'étais engourdi, je tremblais tellement que marcher semblait impossible. Ça devait être encore une bonne distance, encore au moins 1,5 miles jusqu'à la propriété de la famille, et 2 de plus avant d'atteindre une cabane occupée. Les oreilles bourdonnaient. Je n'entendais presque plus que le crissement de mes propres pas et les supplications basses de ma tante. Je me suis encore retourné. J'ai regardé dans les fourrés, mais je n'ai rien vu. Elle a décidé qu'elle ne perdrait pas une seconde à cause de moi et m'a traîné presque à la force. J'ai boité aussi vite que j'ai pu. Le reste est devenu un flou. Arbres, racines, le sol qui travaille sous les chaussures, ma respiration qui s'égratigne. Puis on a débouché hors du bois. La plupart de la famille n'était pas sur la montagne ce jour-là. On n'a freiné qu'une fois arrivé chez ma grand-mère Cécile. Je me suis précipité à l'intérieur en sanglotant. Là-haut, personne ne fermait les portes à clé, et ma grand-mère a jeté un regard horrifié sur moi et sur ma tante, qui était aussi amochée et apeurée, et elle a appelé mon grand-père Lucien. Il a pris les choses en main et attrapé son fusil.
Je n'ai pas réussi à dire ce qui avait précisément passé avec ma tante. J'ai laissé de côté le détail qu'elle était en train de planer. Mon grand-père et ma grand-mère sont allés de cabane en cabane, rameutant les hommes avec leurs fusils, prévenant femmes et enfants. Il n'y avait pas de réseau. Alors appeler la Sûreté du Québec était impossible, et descendre en voiture pour remonter prendrait plus d'1 heure. Le soir approchait. Les chemins qui montaient à la propriété étaient si sinueux et raides qu'il aurait fallu être fou pour tenter l'ascension de nuit. Ma mère, Danielle, a fini par arriver. Elle a regardé ma tante Sophie et a soupiré que j'avais dû me faire un pétard avec elle, que peut-être j'avais exagéré, que le pêcheur, qui était peut-être là, avait été surpris autant que nous, et qu'on avait sauté aux conclusions. Elle a dit que j'avais peut-être imaginé qu'il prenait une photo, ou qu'il nous avait pourchassés. Mais ma tante a tenu bon. Elle s'est levée et a crié à ma mère que j'étais une bonne enfant, que je n'avais rien fait de mal, et qu'on disait la vérité. Elles se sont engueulées, puis ma grand-mère Cécile les a fait taire, leur ordonnant de grandir. Les hommes ont fouillé le bois, lampes, chiens, cris étouffés, mais ils n'ont laissé aucune trace du type que nous avions croisé. Personne n'a vu un pas, une empreinte, un appareil abandonné. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, tout le monde a verrouillé ses portes. Parfois, même maintenant, je me demande si je ne fais pas partie d'une collection étrange de photos. Si j'avais été seul, comme d'habitude, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Peut-être que c'est mieux de ne pas savoir. Peut-être que c'est mieux de vivre avec cette absence, avec ce bruit sec d'un clic qui résonne encore dans mes oreilles, et ce geste final, la main qui passe sur la gorge. Je peux supporter l'idée que j'aurais pu être prise. Je vis avec l'image de son sourire, avec l'odeur du pétard mélangée à l'odeur de la rivière, et avec le martèlement de mon cœur qui refuse de se taire. C'est arrivé en 1998. Un vieux pote, Jean-François, m'avait proposé d'aller camper avec lui au parc national de Mont-Tremblant. Je n'y étais pas retourné depuis que j'avais environ 12 ans. Alors j'ai dit oui. J'étais excité toute la semaine. La veille du départ, je n'ai presque pas dormi. Il est venu me chercher juste après 5 heures du matin dans sa vieille camionnette et on a pris la route vers le nord, 160 kilomètres depuis Montréal. J'ai réussi à grappiller un peu de sommeil. Alors je me sentais un peu mieux en arrivant. Puis il m'a lâché la bombe. Il nous restait encore à marcher 2 heures dans l'arrière-pays pour atteindre le site de camping. J'ai essayé de le convaincre de choisir un coin un peu plus proche, comme ceux près du lac Monroe, mais il m'a juré que j'adorerais une fois sur place. Avec le cœur un peu lourd, je l'ai suivi sur le sentier. La première demi-heure n'a pas été si dure. C'était surtout de la descente entre les sapins et les érables, le tapis d'aiguilles qui étouffe le bruit des pas. Mais au fil des heures, j'ai senti mes jambes devenir lourdes, mon souffle court. À mi-parcours, on a pris une courte pause près d'un ruisseau pour manger un peu de mélange montagnard. On était reparti avant que je comprenne vraiment. La deuxième partie du chemin s'est transformée en montée. Des lacets, des pentes raides. Rapidement, je traînais la patte et je ne faisais plus attention à où je posais mes pieds. On est arrivé sur une section plate, une sorte de plaine alluviale près de la rivière. J'ai respiré un peu. Jean-François marchait devant et, étrangement, il a manqué le piège. Moi pas. Je me souviens d'une seconde précise, je piétinais, puis le sol a cédé. L'instant d'après, la douleur m'a réveillé comme un coup de fouet.
Le fond du trou m'a heurté. L'adrénaline a fait écran à la douleur au début, mais quand je me suis redressé, ma jambe droite a flanché. Je suis retombé, et quelque chose de pointu m'a transpercé le tibia. Il y avait d'autres pieux en bas, mais ils avaient partiellement été renversés. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu l'os qui perçait la peau. J'ai arraché la tige du tibia sans réfléchir. La douleur m'a rendu blême, nauséeux. J'ai levé la tête pour situer l'endroit. Le ciel était bleu, bordé de pins et d'érables. Le trou devait faire au moins 3 mètres de profondeur. Qui avait bien pu creuser ça, et pourquoi? J'ai hurlé le nom de Jean-François. Son visage est apparu au bord du trou, ricanant. Il n'avait pas vu l'étendue des dégâts. Quand je lui ai dit, le rire s'est évaporé. Il a pâli, puis la panique l'a envahi. Il m'a expliqué, à peine, que ça ressemblait à un genre de piège pour ours, que des braconniers avaient peut-être installé ça hors saison, sur le territoire de la Sûreté du Québec. J'ai pensé qu'il pouvait simplement me tirer vers le haut. Ça n'a pas fonctionné. Alors il a essayé avec une grosse branche d'érable. Au début, ça a marché. Mais dès que j'ai voulu me lever, la douleur m'a cloué au sol. Impossible d'appuyer sur ma jambe droite. Clairement, je n'allais pas sortir tout seul. Il était trop tôt dans la journée pour que je panique vraiment. J'entendais mon pote marcher en rond sur la terre couverte de feuilles, respiration lourde, bottes qui crissaient. Je l'ai appelé d'une voix calme. Je lui ai dit d'aller chercher de l'aide. La station des gardiens de la CEPAC n'était qu'à un peu plus d'1 heure en arrière sur le sentier. Il pouvait aller chercher des gardiens et revenir avant la tombée du jour. Il est parti, et je suis resté, avec rien d'autre que la douleur comme compagnie. La douleur arrivait par vagues, et la nausée la suivait comme son ombre. J'ai pensé bricoler une attelle avec des branches et ma chemise. Mais au moment de serrer le tout, j'ai senti mes yeux qui se ferment. J'ai failli perdre conscience. J'ai laissé tomber l'idée. Je me suis accroupi, la tête entre les genoux, en attendant que le vertige passe. Le temps a fini par se calmer. Pour me distraire, j'ai chantonné d'anciennes chansons québécoises, des trucs de Jean Lapointe. Ça a marché un moment. Puis j'ai entendu le tonnerre qui grondait au-dessus des Laurentides. Le ciel est devenu sombre à vue d'œil. Au début, une pluie fine est tombée, une pluie d'été presque gentille. J'ai pensé que ça ne me tuerait pas. Je devais réfléchir avant de dire ça. La pluie a rapidement dégénéré. En quelques minutes, elle tombait comme des cordes, tout droit d'un bas de pression de l'Atlantique. J'étais encore correct, jusqu'au moment où l'eau a commencé à remplir le trou. Mes pieds ont été submergés, avant que je réalise que j'étais en danger. J'ai griffé la paroi boueuse pour me hisser, du mieux que je pouvais. Je me suis tenu debout un instant, priant que la pluie cesse. Les minutes ont passé, et, petit à petit, mon corps a disparu sous l'eau. Après 1 heure, l'averse s'est calmée. J'ai pensé pouvoir souffler. L'eau n'était qu'à mi-mollet. J'ai cru que, à ce rythme, l'aide arriverait avant que l'eau n'atteigne ma taille. Puis ce n'était qu'un répit. La tempête est revenue, plus violente. Au moins, ma tête s'est occupée du bruit, du claquement de la pluie, et la douleur de la jambe était moins présente dans le fracas. Je me suis accroché à de petites choses pour rester lucide. Des sketchs du bye-bye, des passages de films qui m'avaient fait rire. Chaque minute était une éternité. Mon cœur tambourinait dans ma gorge, j'entendais mon sang comme un torrent contre mes oreilles. L'odeur de la terre mouillée, celle du cuir de mes bottes, le goût métallique de mon propre sang me suivaient partout. Quand l'aide est finalement arrivée, la pluie venait à peine de faiblir.
Les cordes m'ont tiré hors du trou. L'eau était juste sous ma ceinture. Penser que j'avais failli me noyer dans un petit trou, perdu dans les Laurentides, me glace encore le sang. Une fois sorti, le trajet jusqu'à l'hôpital de Saint-Jérôme s'est déroulé vite, coupé par la lumière clignotante, les jurons sourds de mon ami et la respiration rapide du conducteur. On m'a opéré. J'ai rapporté quelques vis et quelques plaques, cadeaux du système de santé québécois. On m'a laissé sortir le lendemain. Les 8 semaines sur béquille ont traîné, longues comme des mois. Mais j'étais vivant. Jambes cassées ou pas, je respirais encore. On n'a jamais repris ce trip qui avait été gâché ce jour-là. Depuis, j'ai emmené mes enfants camper quelquefois, dans des parcs comme Oka ou Jacques-Cartier. Et maintenant que j'y pense, je devrais peut-être passer un coup de fil à Jean-François. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Un nouveau camping serait peut-être la meilleure façon de reprendre contact. Cette fois-ci, je garderai les yeux grands ouverts. Je vivrai avec ça. J'avais 17 ans et j'habitais Montréal, Québec. Cet incident s'était produit il y a 6 mois, lors d'une nuit en randonnée dans les monts Laurentides, à environ 1 heure de route au nord de Montréal. Je ne préciserai pas le sentier exact. J'ai assez bourlingué pour savoir ce qui arrive quand on balance des infos sur le net. Tout le monde débarque, laisse des déchets, met de la musique à fond. Je veux pas ça. Le circuit que j'avais choisi était une boucle d'environ 13 kilomètres à travers une vallée boisée, simple pour une sortie avec nuitée. J'avais prévu d'y aller avec mon pote Jean-François, mais il a annulé au dernier moment. Avec mon sac prêt et la voiture chargée, j'ai décidé d'y aller solo. Je suis parti en retard, j'ai galéré sur des chemins forestiers cabossés, et je ne suis arrivé au départ du sentier qu'aux alentours de 18h45. Pour ceux qui ne font pas de randonnée, c'est une très mauvaise idée. Il me restait environ 6 kilomètres à traverser pour atteindre l'endroit où je comptais camper. Et la nuit tombait vite. Je me suis dit que si je marchais vite, je pourrais gagner 3 à 5 kilomètres avant de devoir m'arrêter. Résultat, je me suis retrouvé à faire une partie du chemin dans l'obscurité totale, seul, avec une piste de terre d'environ 24 kilomètres entre moi et le moindre autre être humain. Marcher seul dans la nuit, c'est inquiétant, surtout là où j'étais. Bientôt, je ne voyais plus que ce que ma lampe frontale éclairait. J'ai compris que je devais m'arrêter et installer le camp. À la hâte, en n'utilisant que la lampe frontale, j'ai planté ma bâche et j'ai trouvé un petit emplacement pas terrible, mais avec des morceaux de bois brûlés et les restes d'un cercle de feu. Preuve que des gens étaient déjà passés. Pas récemment, juste avant. Ma priorité a été d'allumer un feu. J'ai cherché autour, j'ai senti la résine des pins, l'odeur sèche du bois. J'ai frotté, j'ai allumé. Le feu a pris, ça crépitait, ça sentait la fumée, et ça m'a tout de suite réchauffé le ventre. J'ai installé ma bâche, j'ai ouvert une boîte de chili mac que j'avais emportée, et je me suis assis, le dos contre une souche, en regardant les flammes danser. Le bruit du bois qui claque, l'odeur aigre du métal chaud de la boîte, la nuit qui sent la terre froide. J'ai eu ce petit soulagement qu'on a quand tout est posé et rangé. Le sentier passait à environ 9 mètres sur ma gauche. Autour, de grands pins colossaux fermaient l'espace. Quand le feu éclaire, il forme un cercle. Tout ce qui est au bord de ce cercle, au-delà, devient une masse noire. J'étais assis près du feu, en train de manger, quand quelque chose est venu frapper mon camp. Une petite pierre, de la taille d'une bille, est tombée dans mon foyer improvisé. J'ai regardé la bille sur la terre, surpris.
J'étais persuadé d'être seul sur ce sentier cette nuit-là. J'ai braqué ma lampe frontale vers l'endroit d'où la pierre venait. À cause des broussailles et de l'épaisseur des pins, je ne voyais qu'à quelques mètres. J'ai passé un bon quart d'heure à balayer la lisière des yeux, le cœur qui tambourinait contre ma cage thoracique, le souffle qui se coupait. Je n'ai pas osé m'éloigner du feu. En y repensant, ce feu m'a donné une sécurité illusoire. Au bout d'un moment, je me suis persuadé que j'avais dû donner un petit coup de pied à la pierre, sans m'en rendre compte, ou qu'elle était tombée d'une branche. Je me suis recouché, mais resté tendu. Je suis tombé dans un demi-sommeil, sans vraiment dormir tranquille. Je me suis réveillé au bruit d'un froissement de feuilles, un bruit tellement discret que si tu n'étais pas à l'écoute, tu l'aurais manqué. Au départ, j'ai pensé que le vent s'était levé, mais le froissement a grossi, comme si quelque chose s'approchait. Encore à moitié dans le sac de couchage, j'ai cherché ma lampe de poche à côté de moi. Elle n'était plus là. Mon estomac s'est noué. J'ai retiré ma capuche, je me suis extirpé de la bâche et j'ai regardé autour, sursautant au moindre craquement. À une quinzaine de mètres, entre les troncs et un tas de feuilles mortes, j'ai vu une lueur, ma lampe de poche, allumée, gisant dans les feuilles. C'était l'une des rares fois de ma vie où j'ai senti mon corps lâcher un instant, un mélange de froid et de peur, comme si mon ventre avait été retourné. La lampe était posée là, à 15 mètres de mon camp, au-delà des arbres, alors que je l'avais laissée coller à moi en m'endormant. J'ai enfilé mes bottes à toute hâte, j'ai serré mon couteau dans la main, j'ai gardé la lampe frontale, allumée sur la tête. Le cœur qui cognait, les tympans qui vibraient. J'ai pesé mes options, rester et tenir le camp, ou tenter de parcourir les 5 kilomètres pour rejoindre la voiture dans la nuit. J'ai pensé que si quelqu'un se baladait là, il aurait l'avantage si j'étais sur le sentier sans lumière. Je suis resté, et puis il est revenu. D'abord, un pas, puis des pas qui s'éloignaient. Le bruit semblait léger, presque désinvolte, comme quelqu'un qui se promènerait sans hâte, sans souci. Parfois, le pas disparaissait complètement, puis revenait, plus loin, plus proche. J'ai entendu marcher pendant 3 ou 4 heures, par intermittence. Parfois, je perdais le son. Parfois, il revenait aussi discret qu'un souffle. À un moment, les pas se sont rapprochés. J'ai senti la pression dans la poitrine monter. Le feu avait diminué. Il ne restait presque plus de braise. Les pas se sont arrêtés. Tout est devenu un silence de plomb. J'ai gardé mon couteau serré. J'ai respiré le plus lentement possible pour ne pas faire de bruit. Les aiguilles de pin tombaient une à une dans ce silence, comme des petits coups contre la terre. Je suis resté immobile pendant 2 heures, les muscles raides, à écouter mon propre cœur battre comme un tambour au fond de moi. Chaque craquement me faisait sursauter. J'ai prié, j'ai dit des trucs que je ne dis jamais, juste pour qu'il ne se passe rien. Le jour a fini par pointer. La lumière a filtré entre les troncs, d'abord timide, puis elle a déchiré l'obscurité. J'ai regardé autour. J'étais seul. Pas une trace, pas d'empreinte fraîche qui expliquerait la pierre ou la lampe déplacée. J'ai démonté le camp en silence, la terre encore froide sous mes doigts, la fumée encore dans l'air. J'ai repris le sentier, j'ai refait les 5 kilomètres jusqu'à la piste où j'avais garé la voiture. J'ai presque couru. Arrivé à la piste, je me suis précipité vers ma voiture, j'ai débloqué la portière, je suis monté et j'ai démarré. Je n'ai pas ralenti avant d'avoir mis au moins 32 kilomètres entre moi et cet endroit. J'ai fait un arrêt dans une station-service à Saint-Jérôme, juste pour m'acheter une boisson énergisante.
mais surtout pour voir des gens, pour sentir qu'il y avait du monde. En sortant du magasin, j'ai lu ce qui était griffonné dans la poussière sur la vitre arrière de ma voiture. « Dors bien ». 2 mots. De la poussière qui formait des lettres. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. La phrase était fraîche. La poussière avait été brossée récemment. J'ai vécu pas mal d'expériences bizarres dans les coins reculés du Québec. Mais ça, c'était le plus étrange et le plus effrayant. Il y a quelqu'un de sérieusement dérangé qui rôde dans les Laurentides. Faites-vous une faveur, tenez-vous loin de ces montagnes. Tout cela s'était passé quand j'avais 14 ans. J'ai eu 16 ans à l'époque. On vivait à Montréal, Québec, et ma famille avait prévu un week-end de campement avec ma tante Marie-Claude, mon oncle Jean-François et leurs 2 cousines à un site de la CEPAC dans les montagnes des Laurentides, au nord de la ville. C'était notre première vraie virée en campement. Eux, leurs tantes et oncles, ils avaient déjà campé des dizaines de fois. Jacques Cartier, Forillon. Eux, ça leur faisait rire, la forêt et les nuits sous la toile. La première après-midi s'est bien passée. On a mangé des poutines grillées au barbecue, l'odeur de fromage fondu et de graisse a collé à nos vestes. Le feu a crépité. Les histoires ont roulé, épaule contre épaule, rire qui s'éteignait, puis revenait. J'ai été surprise. Je me suis amusé. Puis la nuit est tombée, lourde et froide, et les huards ont commencé à appeler sur le lac, comme si quelqu'un appelait notre nom dans le noir. Vers 10h30, mes cousines Amélie et Sophie, ma sœur Isabelle et moi, on s'est installés dans notre tente. On s'est allongé sur notre lit de fortune, les sacs de couchage mal rangés. L'odeur de toile mouillée et de feu nous entourait. Quelque part, des grillons ont continué leur tic-tic mécanique. Puis on a entendu des pas qui ont fait le tour de la tente, sur le sol couvert d'aiguilles de pin, un frottement sourd, régulier, presque cérémoniel. On s'est redressé, le cœur déjà comprimé. Les pas ont continué à tourner, et on a entendu quelque chose racler la toile, comme une baguette qui suit le contour, dessinant la tente à la lueur des étoiles. On a entendu du bois qui cognait, le son était sec. Ma sœur Isabelle a eu l'audace de tendre la main à travers la paroi fine. Elle a touché une jambe humaine, froide, pressant la toile. Là, tout s'est figé. On a su que ce n'était pas notre mère. Ma mère avait une canule. Elle respirait d'une façon si particulière, un souffle profond et rauque, comme un vent qui siffle entre les branches de la forêt boréale. On l'aurait reconnu. Ce n'était pas notre frère Olivier non plus. Il n'avait que 5 ans. Ses pas seraient légers, enfantins. Les pas dehors étaient lourds, d'adultes. Amélie a soufflé que c'était sûrement leur père, Jean-François, un farceur qui aimait jouer des tours la nuit, surtout quand ils allaient dans Charlevoix. On a voulu y croire. On a voulu se calmer. On s'est penché vers la petite fenêtre de la tente qui donnait sur le chemin de gravier, près des toilettes. L'air a senti la sueur et l'urine des latrines. Sur la route, mes oncles et tantes marchaient en revenant, les lampes de poche oscillant comme 2 yeux d'insectes. Ils revenaient des toilettes. Leurs silhouettes se découpaient, hésitantes. Les lampes faisaient des halos dans la tête des arbres. Tout s'est enchaîné en un instant. Nous, blottis dans la toile, eux qui approchaient, et la vérité qui a commencé à se dessiner. Celui qui avait tourné autour de la tente n'était pas un membre de la famille. Ce n'était pas un blagueur qu'on connaissait. C'était un inconnu, peut-être un gars du coin, peut-être un vagabond qui arpentait la route du Nord. Tout ce qui nous séparait de cette personne,
C'était une mince couche de nylon qui tremblait sous nos respirations. On les a appelés. On a ouvert la fermeture à la hâte. Ma tante Marie-Claude et mon oncle Jean-François sont venus en courant. Les lampes balayant les arbres, le souffle court. On leur a dit, comme si on racontait une mauvaise blague. Quelqu'un a fait le tour de notre tente. Ils se sont mis à regarder autour, à écouter. Puis tout s'est arrêté. Ils ont dit qu'ils n'ont rien vu. Ils ont dit qu'aucune trace n'était apparente. On a supposé, bêtement, que l'individu s'était enfui dans les bois quand ils se sont approchés. Après, on est resté secoué. Mes cousines et mes chats et ma sœur ont palpité d'angoisse. Elles ont commencé à imaginer titres dans la presse, patrouille de la Sûreté du Québec, récits macabres dans les colonnes du journal. Moi, j'étais tellement crevé après la randonnée de la journée que l'effroi ne m'a pas tout de suite frappé. Mon corps s'est laissé aller au sommeil autour de cette lueur résiduelle, comme si je faisais semblant de ne pas sentir ce qui s'était réellement passé. Le reste du voyage s'est déroulé sans incident apparent. Les huards ont continué à chanter, l'air est resté vif, la nuit piquante. J'ai essayé de profiter du paysage, de la fraîcheur qui mordait les joues. Mais le pire, ce n'était pas le tour autour de la tente. Le pire, c'était l'incrédulité. Ma tante, mon oncle, ma mère, ils ont ri. Ils ont dit qu'on dramatisait, qu'on était paranoïaque. Ils nous ont taquinés, nous traitant comme des gamines qui aiment les histoires, qui font peur. Pourtant, Amélie, ma sœur et moi, on s'est toujours passionnés pour tout ce qui était étrange. Théories, légendes urbaines, histoires de Wendigo des Laurentides. Et là, quand on avait eu peur pour de vrai, personne n'a voulu nous croire. Des années après, ça me hante encore. Je n'ai jamais su qui était cet homme, ni quelles étaient ses intentions. J'imagine souvent la pire des scènes. Et si ma tante et mon oncle n'étaient pas revenus, on n'aurait pas pu se défendre. On n'était que 4 filles ados, perdues sous une toile mince, sans rien pour se protéger. Depuis cette nuit-là, je suis devenu hostile au campement. Je ne me vois plus y retourner. Pas à Mont-Tremblant, pas à Oka, jamais. L'idée même de la toile qui vibre sous des pas inconnus me ramène à ce frottement sur le nylon, à ce silence après les pas, et à la jambe froide qui a touché ma sœur à travers la toile. Je la revois parfois, cette jambe, et ça me suffit pour rester loin du feu et du bois qui craque. J'ai appris que j'étais diabétique quand j'avais environ 5 ou 6 ans. Ma mère, Marie-Claude, me déposait le matin à un camp de jour pour enfants diabétiques dans les Laurentides, pas loin de la ville de Québec, et elle revenait me chercher vers midi. Je me suis retrouvé là, petit corps frêle, parmi des jeux, des lignes de pêche sur un lac qui sentait la vase et la mousse, des parties de twister qui piquaient la peau, et surtout la piscine, avec son clapotis qui revenait comme un tic-tac contre le bord, l'odeur acharnée du chlore qui vous brûlait la gorge. Il y avait un animateur adolescent. Je ne me rappelle plus son nom. Alors on l'appellera Jean-François. Il avait la langue fendue. Je l'ai noté comme ça, comme on remarque une griffure sur un mur. Chaque fois que j'étais en maillot, prêt à plonger, il me regardait comme si j'étais une proie. Ses yeux avaient une fin silencieuse. Quand je passais devant sa petite cabine près de la piscine, il me disait que j'étais jolie, et il me faisait un clin d'œil. Sa voix avait un goût de cigarette et de transpiration. Il essayait aussi de me convaincre d'aller avec lui dans des coins où il n'y avait personne. Moi, j'étais timide, petite, et je ne partais jamais avec quelqu'un que je ne connaissais pas.
Un jour, pendant qu'on nageait, mon corps a basculé. J'ai senti le monde tourner plus lentement, mes mains lourdes, le froid qui rongeait mes os. J'ai dit que non quand ma monitrice a dit qu'il était temps de rentrer. J'ai toujours été bagarreuse quand j'étais en hippo. Après, tout s'est effacé. Je me suis réveillé à l'infirmerie du camp. J'avais fait un malaise dans la piscine. J'avais perdu connaissance, le surveillant de baignade m'avait sorti de l'eau et lui avait fait de la réanimation. Je me souviens encore du son sourd de mes oreilles sous l'eau, du goût métallique du chlore mêlé au sel de mes larmes, et de la chaleur du bouche à bouche du sauveteur contre ma bouche, comme une vague de chaleur humaine qui m'a ramené. En sortant, je l'ai vu, Jean-François. Il m'a demandé si le sauveteur m'avait fait du bouche à bouche, et il a dit, avec un sourire qui m'a glacé, que ce serait chaud si c'était le maître nageur qui l'avait fait. Quand ma mère, Marie-Claude, est venue me chercher ce jour-là, je lui ai dit que je ne voulais pas y retourner, que j'avais le mal du pays. J'ai menti. J'ai préféré mentir plutôt que de lui dire que j'avais eu peur d'un adulte. À l'époque, j'avais trop peur que personne ne croie une gamine face à un grand. Des années plus tard, en 2019, je lui ai tout raconté. Elle s'est excusée. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit avant. Je lui ai répondu que j'avais eu trop peur. J'ignore si cet homme se souvient de ce qu'il a fait. J'espère, avec toute la violence de mon désir, qu'il n'a blessé aucun autre enfant. Je suis vraiment proche de ma meilleure. Je suis tombée dans ce camp quand j'étais gamine, et j'y suis restée, 10 ans comme campeuse, puis 4 ans comme monitrice. C'est dans les montagnes Laurentides, au Québec, un endroit perdu, de la fin de juin au début d'août chaque été. On arrive le dimanche après-midi, on repart le vendredi soir, et pendant la semaine, le camp devient une petite planète à lui tout seul. Pas d'électronique pour les enfants. Les moniteurs, oui, le soir et pendant les pauses, mais pas d'ordinateur pour eux, pas de voiture non plus. Peu de connexion avec l'extérieur, juste ce qu'il faut pour que les directeurs puissent gérer le bazar. On portait des radios portatives pour se parler à travers l'étendue du site. Le camp s'étendait sur des hectares et des hectares, vert, profond, humide, ce vert-là qui colle à la peau en été. Des clairières larges, des bosquets serrés, un étang bourré de poissons, un ravin long, tout en schiste apparent, où la vie sauvage venait pousser sa chanson. Il était planqué loin d'une route principale, la route 117, au bout d'un chemin de terre qui montait encore. Et quand tu rentrais, tu avais l'impression d'entrer dans une bulle. Des cabanes pour dormir, un grand réfectoire et une dizaine environ d'autres bâtiments, du grand centre d'un seul étage aux remises minuscules. Isolé, trop isolé parfois. Si tu as bossé là-bas, tu sais que l'histoire du camp déborde de trucs qu'on n'explique pas. Je pourrais écrire un livre entier avec ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu en été. Mais je vais te donner une idée de la place quand on y travaille et te raconter quelques rencontres qui m'ont serré le ventre encore longtemps après. La plupart des choses étranges se sont produites entre 2014 et 2018, pendant que je me formais et que je travaillais comme monitrice. J'avais entre 16 et 20 ans. Ça arrivait surtout la nuit, pendant la semaine de formation et autour des secteurs réservés au personnel. Les campeurs, rarement, rencontraient ceux qui rôdaient dans les bois. Pourquoi eux presque jamais ? Aucune idée. Petite, je n'avais aucun souvenir d'avoir peur ici. En revanche, comme jeune adulte, j'ai pleuré d'angoisse plus d'une fois.
Les effets se sont accumulés année après année. Pendant la formation, on finissait souvent la journée allongée, à regarder les étoiles. Dehors, près du réfectoire, face au terrain de jeu. Ciel immense, les nuits claires nous donnaient des constellations nettes. Et pourtant, souvent, des lumières clignotantes traversaient le ciel en faisant des trajectoires qui n'avaient rien d'ordinaire. Des pluies de météores quand rien n'était prévu. Des objets rougeoyants qui pulsaient au loin, au mauvais endroit dans le ciel, visibles juste une nuit sur la semaine, puis disparus. J'avais des amis qui connaissaient notre système solaire. Ils regardaient, bouche bée. Soit on devenait fous tous ensemble, soit le ciel nous jouait un tour qui défiait la raison. Les cauchemars, chez les moniteurs, c'était un passage obligé. Figure plantée dans l'angle d'une cabane, quelqu'un au pied du lit superposé. Moi, j'ai eu ces rêves toutes les années, sauf la première où j'ai travaillé. Je me réveillais, trempé de sueur, dans un silence coupé au couteau, les enfants paisibles d'à côté qui dormaient. Des cris portés par le vent depuis les temps, des voix qui venaient comme on entend des choses à travers la nuit, des pas qui tournaient autour des baraques alors que tout le monde était couché, des objets qui disparaissaient pour réapparaître ailleurs, posés n'importe comment, des portes à cadenas béantes quand elles auraient dû être verrouillées. Parfois, un moniteur se retrouvait enfermé dans un bâtiment alors qu'il n'y avait personne pour claquer la porte de l'autre côté. Des sceptiques arrivaient, et en repartant, ils étaient devenus des croyants silencieux. Les anciens nous préviennent toujours. Apprends à vivre avec ou pars. Ma première trace nette du paranormal s'est imposée en 2014, pendant ma formation. Tout au long de mon enfance, il y avait une dalle funéraire, posée, à plat, sur la colline qui descendait vers la piscine. Devant le village des filles, le groupe de cabanes où dormaient les filles. Elle était vieille comme le monde, le texte effacé, les dates illisibles. Mais la mise en page disait clairement « Une pierre tombale ». Personne ne savait pourquoi elle était là. Les vieux du coin disaient qu'elle existait bien avant eux. Cette première année-là, on parlait beaucoup, trop, des histoires paranormales, mais j'étais trop jeune et pas assez proche des moniteurs plus vieux pour qu'ils me confient ce qu'ils savaient. À la fin de l'été, la pierre avait été enlevée et on nous avait fait promettre de ne plus en parler, de ne rien dire si un campeur posait la question. J'ai pensé à la personne qui reposait là, sous la colline. Et même si la pierre avait disparu, j'ai su qu'on n'avait pas expulsé la chose qui s'était accrochée à l'endroit. Les directeurs avaient peut-être cru qu'en l'enlevant, ils éteindraient quelque chose. Ils se sont trompés. Avec la pierre, il y avait tout un tas d'histoires qui circulaient entre les anciens et nous, les nouveaux. Les premiers frissons que j'ai reçus venaient d'une nuit de formation, en juin 2014. On était tous rassemblés, tard, bien après minuit, sous les projecteurs d'un pavillon près du terrain de jeu et du chemin sans issue qui longeait le camp. Les vieux moniteurs se sont mis à nous raconter des histoires pour nous faire flipper. Dans ce camp, chaque nouvel animateur recevait un nom de camp la première année. On utilisait ces noms tout l'été, pour le fun et pour les enfants. Pour garder la chronologie, je vais t'appeler les gens par leur nom de camp ici. Jean-François a commencé. Il a parlé des 2 fantômes célèbres du camp. D'abord, d'un garçon qui courait, aperçu comme une ombre entre les réverbères du terrain de jeu et la route sans issue. Il avait été, disait-on, fauché par une voiture en courant après une balle, et maintenant il passait l'aftervie à courir, à moitié silhouette,
terrorisant quiconque avait le malheur de veiller pour le voir. Ensuite, la femme en blanc, sous les mêmes lampadaires, près de quelques maisonnettes, une femme en robe longue se tenait des nuits entières sur un perron, le regard fixé vers le camp, et disparaissait avant l'aube. On était jeunes, on avait la trouille, on s'est serrés les uns contre les autres. Et puis Pierre-Luc, un gars devenu un de mes plus proches amis au fil des années, a secoué la tête en souriant, a froncé les sourcils et m'a emmené en haut de la colline qui dominait le terrain de jeu. De là, il m'a montré pourquoi ces histoires avaient de quoi tromper n'importe qui. La lumière des lampadaires jetait des ombres longues et maigres sur l'herbe. Sur un poteau électrique, une boîte faisait projeter une forme qui, sur la pelouse, ressemblait exactement à un petit enfant pris en plein pas. Quand j'ai vu ça, mon cœur a sauté. Ce n'était pas étonnant que les gens aient commencé à raconter une silhouette qui courait. Et la femme en blanc? Ce n'était qu'un immense drapeau canadien accroché à un perron, éclairé par la lune. Le vent le faisait flotter, et de loin, on jurerait voir une robe qui bouge. J'ai ri, nerveuse, soulagée. Mais Pierre-Luc est resté sérieux. Il m'a dit « Ce ne sont que des coïncidences effrayantes. Mais on n'est pas seul ici. » Et il m'a raconté d'autres choses, celles dont je te parle maintenant. Ce soir-là, on a partagé une petite couchette, tremblant. On n'a pas su que c'était le début d'une longue série d'histoires. À nous, l'endroit qui m'a foutu le plus, la chair de poule, c'était un bâtiment qu'on appelait camp de jour. Le camp faisait venir les plus jeunes pour une journée complète, avant qu'ils rentrent chez eux vers 4 heures de l'après-midi. Le bâtiment était la seule maison à 2 étages du terrain. Il avait été une maison avant que le camp ne soit établi, en 1925. Grandes fenêtres, cuisine qui fonctionnait mais un peu déglinguée, et un grand grenier qui servait d'espace d'activité. Le camp de jour était loin, loin des autres baraques. On devait traverser un tunnel d'arbres, des sentiers caillouteux. Par moments, tu n'entendais rien d'autre que le vent, ni rire, ni « hey ». Et crois-moi, quand on a 300 enfants qui hurlent d'habitude, ça veut dire quelque chose. Je n'ai jamais aimé l'ambiance là-bas. J'avais une impression à la Blair Witch, un truc ancien qui sentait la poussière et l'air vicié, et l'idée d'y rester seul me serrait la gorge. J'évitais d'y aller seul, mais il m'arrivait d'y fermer la bâtisse après la journée. À chaque fois, j'ai senti quelque chose qui me pressait la peau, comme si un poids invisible me poussait vers le sol. À chaque pièce vide où je tournais le dos, j'avais la sensation d'être traversé par des regards muets, une foule immobile et attentive. Le village des garçons était le plus proche point d'habitation du camp de jour. Quand le camp de jour n'était pas utilisé le soir, il se fondait presque dans les arbres, couleur marron foncé. On le voyait à peine. À la fin du service, vers 4 heures de l'après-midi, on vérifiait tout, on éteignait les lumières, on remit des cadenas. Mais chaque été, 1 ou 2 soirs par semaine, après que les enfants étaient couchés, quelqu'un remarquait une lumière qui s'allumait dans le camp de jour. Pas un oubli de lumière. Ces personnes qui avaient de fermer le matin revenaient le soir et voyaient, au travers du bois, une lueur basse qui brillait comme quelqu'un venait de rallumer. Les garçons prenaient tour à tour le chemin dans le noir pour aller voir, tremblants, jurant qu'ils n'y retourneraient jamais. Mon pire face-à-face avec le camp de jour a eu lieu l'été de 2016. Chaque été, on faisait un exercice d'alerte. Enfants disparus. Pour préparer les moniteurs à réagir vite si un petit partait en courant. Le parent qui est l'enfant disparu
était un moniteur choisi au hasard pendant la semaine de formation. On se séparait, on prenait nos radios portatives, on quadrillait les lieux en criant le nom, on regardait sous les structures, on vérifiait les remises verrouillées. Les directeurs s'amusaient parfois à perturber le jeu. Ils déverrouillaient une porte, en verrouillaient une autre, bougeaient des trucs pour que tout paraisse réel. Moi, on m'avait envoyé chercher dans le secteur du camp de jour. J'ai hésité. Mon corps s'était mis à vibrer d'une peur mécanique. J'ai failli dire « Non, je l'ai déjà cherché » et me contenter de prétendre. Mais j'ai ouvert la porte, les mains qui tremblaient, et je suis entré en appelant le nom de la fille qui faisait semblant d'être perdue. Les planches gémissaient sous mes pas. Le soleil descendait. Une lumière orangée tombait en bande sur le sol depuis les fenêtres. C'était comme si toute la maison avait été figée, respirait lentement. Les autres moniteurs me semblaient à des kilomètres. J'ai fouillé pièce après pièce. J'ai retenu mon souffle à chaque coin, m'attendant à tomber face à une ombre sortie d'un cauchemar, à entendre des graviers craquer à l'extérieur et des voix basses qui me souffleraient mon nom. Rien. Vide. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis sorti, la gorge nouée, le vent frais qui mordait. En passant devant les portes du sous-sol, j'ai secoué la trappe pour vérifier le verrou. Je savais qu'on ne devait pas descendre là pour l'exercice, mais j'ai bricolé comme pour me rassurer. La trappe était ferme. J'ai continué à fouiller autour et dans les bois, et j'ai signalé par radio que ce secteur était propre. On m'a ordonné de rester vigilante. J'ai ralenti mon pas, pensant que la fille était loin, peut-être à l'autre bout du camp. Et puis, entre les troncs, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Les portes du sous-sol du camp de jour étaient grandes ouvertes, et une lumière jaune en sortait. Il faisait déjà sombre. La lueur s'est répandue comme un œil qui s'ouvrait. Jamais, en 3 années de service, je n'avais vu ces portes ouvertes. Jamais je n'avais su qu'il existait une clé pour cette chaîne, ni qu'il y avait une ampoule qui fonctionnait en dessous. J'ai senti les poils se redresser sur mes bras. J'ai appelé Marie-Ève, mon amie, comme si j'appelais une copine, mais rien n'a répondu. Le froid m'a envahi. Je me suis penché au-dessus des marches. Une ampoule nue pendait, éclairant à peine 6 ou 7 marches pourries, les murs de pierre froid craquelés par l'âge. Le sol était de la terre battue, vide. Pas un jouet, pas une boîte. Le bruit de ma radio qui annonçait que Marie-Ève avait été trouvée m'a fait sursauter, comme si on m'avait tiré par l'épaule. Je suis tombé sur le cul dans l'herbe, et j'ai regardé la porte béante pendant 1 seconde de trop. Je suis parti en courant vers le camp, la panique dans la bouche. Quand je suis arrivé, Marie-Claude avait le visage blême. Elle racontait vite, sans souffle. Pendant l'exercice, elle passait devant une des remises de maintenance. Une de ces remises qu'on laissait toujours à cadenas et qu'on n'incluait pas dans l'exercice. La porte avait commencé à trembler contre son cadenas, comme si quelque chose l'avait secouée de l'intérieur. Marie-Claude était certaine que Marie-Ève était piégée là-dedans. Elle a trouvé Henri, a pris la clé, a ouvert. Personne. Le gars de la maintenance, Moineau, n'était même pas venu au camp ce jour-là. Personne n'aurait pu se coincer là-dedans. Marie-Claude était secouée, incapable d'enchaîner ses phrases. Moi, je leur ai parlé de la porte du sous-sol, ouverte au camp de jour. On s'est tous regardés, bouleversés, mais pas surpris. Qui avait ouvert cette porte? Les anciens ont secoué la tête. Personne n'avait touché à ce sous-sol. Et Marie-Ève n'était pas du tout dans cette zone. Elle se cachait, on l'a trouvée, de l'autre côté du camp, près de l'étang. Merveille,
la responsable du programme, nous a dit que la cachette de Marie-Ève était presque aussi loin que le camp de jour, mais de l'autre côté de la propriété. Tout le monde a réalisé la même chose, en silence. Nous n'étions pas seuls. Il n'y avait rien d'autre à faire que de garder le verrou sur ce sous-sol. On a remis la chaîne, et depuis ce soir-là, personne n'a plus jamais ouvert ses portes. L'été suivant, 2017, j'étais devenu spécialiste de programme. Un de mes groupes a choisi de se retrouver au camp de jour pour une activité. J'étais pas à l'aise, mais j'avais Joël avec moi comme co-moniteur. C'est un type que j'aurais suivi dans les catacombes de Paris. Il est calme, précis, et il sait parler aux choses que les autres ne voient pas. Joël m'a dit que mes impressions sur le camp de jour étaient justes. Cet endroit avait une lourdeur. Mais il m'a aussi dit que presque aucun recoin du camp n'était exempt d'occupants. On n'a pas de terrain neutre là-bas. Il est venu avec moi tout le temps. Et peu à peu, j'ai pu me détendre un peu. On aurait dit que ceux qui vivaient là-bas m'avaient laissé respirer. Comme si ces présences aimaient qu'on parle d'elles, qu'on s'en souvienne. J'ai raconté beaucoup de choses, mais en vérité, ça ne représente même pas la moitié de ce que j'ai vu ou entendu par des gens en qui j'ai confiance. Ces esprits, si on peut les appeler ainsi, n'ont jamais mordu, jamais blessé physiquement personne. Ils aiment être vus, ils se nourrissent des histoires. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ils ajoutent des couches de mystère au camp. Je crois qu'ils veulent rester partie prenante de l'identité du lieu. Ce camp a de l'histoire. Mon grand-père y est allé gamin aussi. L'endroit a de l'énergie, des choses cachées dans le verre profond, dans les structures qui vieillissent, dans les ruines et les secrets. C'est leur maison. Si tu t'aventures là-bas, tu finis par apprendre à respecter le silence, à marcher sans bruit, à ne pas réveiller ce qui sommeille sous les planches. Maintenant, j'ai 21 ans. J'ai appris à me protéger d'une manière qui n'est pas faite de prières ou de gestes grandioses. On apprend à raconter pour que les choses restent à leur place. On apprend à fermer les portes, à replacer les cadenas, à ne pas inventer des jeux stupides. Au fil des étés, les plus anciens nous avaient appris à prévenir les nouveaux. Ici, tu prends tes nuits au sérieux. Tu regardes derrière toi avant de fermer les yeux. Tu sens le vent dans les feuilles. Tu sens l'humidité du bois. Tu écoutes les pas qui ne sont pas aux bons endroits. Tu apprends à reconnaître le craquement d'une branche qui s'effrite naturellement et le pas lent d'une paire de bottes qui n'appartient à personne. Peu de choses vraiment terribles sont arrivées, mais certaines petites scènes m'ont collé des images que je n'oublierai jamais. Le drapeau qui ondulait comme une robe sous la lune, la silhouette d'enfant faite d'ombre au pied d'un lampadaire, la trappe de sous-sol qui s'ouvre sans main, la porte de remise qui se met à battre comme frappée par une bête invisible. Et puis, ces nuits où on regardait le ciel et où il se passait des choses absurdes, des choses que même les plus curieux dans l'équipe ne pouvaient expliquer. On partageait ça autour d'un banc, une bière en main pour les plus vieux, les yeux brillants, et quelqu'un murmurerait « Tu te souviens du… » et la conversation repartirait avec plus d'histoire. Les moniteurs revenaient, année après année, et devaient faire la paix avec ces présences. Certains partaient, d'autres restaient. Moi, j'y ai laissé une partie de mon innocence. J'y ai gagné des peurs que j'emmènerai à la maison, dans ma chambre d'étudiante, dans le métro, au coin d'une rue la nuit. Mais aussi, curieusement, une forme d'amour pour cet endroit qui ne m'a jamais voulu de mal. À la fin, j'ai compris que ces silhouettes n'étaient pas là pour nous dévorer. Elles voulaient exister dans les histoires que l'on se racontait.
Elle voulait être vue. On sentait presque qu'elle demandait de l'attention. La prochaine fois que tu passeras près d'un vieux camp, avec des bâtiments qui grincent et un vieux drapeau qui bat au vent, pense aux voix qui se cachent dans les murs. Pense aux pas dans la terre, à la monnaie d'un crissement de verrou, au parfum d'une vieille ampoule qui chauffe et à l'odeur de bois humide. Pense aux directeurs qui font les sourds et qui remettent des cadenas. Et si tu as la curiosité stupide d'ouvrir une trappe, rappelle-toi, il y a des lumières qui s'allument sans personne et des portes qui battent comme si quelque chose voulait sortir ou qu'on voulait rentrer. Ici, on a appris à respecter ça. On a appris à raconter pour tenir ces ombres en place. Si tu veux vraiment savoir, et si tu arrives un soir à l'orée des bois et que la lune te montre un drapeau flottant comme une robe blanche, ne t'approche pas seul. Regarde, respire et raconte à quelqu'un ce que tu as vu. Le plus sûr, ici, c'est la mémoire. Parce qu'elles aiment être vues. Et pire encore, elles aiment qu'on les oublie. Et l'oubli, au camp, ne fait que les pousser à frapper plus fort pour qu'on se rappelle. Je pourrais te raconter encore et encore. D'autres nuits, d'autres portes ouvertes, d'autres lampadaires, d'autres ombres. Mais pour ce soir, laisse-moi te laisser avec ça. Un sous-sol dont la lumière s'est allumée sans qu'on touche au câble. Une trappe ridée comme une gueule. Des marches qui descendent dans l'obscurité. Le bois qui sent la pluie même quand le ciel est sec. Et le sentiment, toujours, que quelque chose s'est enfoncé dans la colline et qu'on ne l'en sortira pas. On apprend à vivre avec. On apprend à chuchoter. Je ne sais pas ce qu'ils étaient. Des restes d'histoires humaines, des échos d'accidents oubliés, des formes qui se nourrissent du souvenir du lieu. Je sais juste ceci. Chaque été, quand les campeurs partaient, on se retrouvait au même endroit. On allumait une cigarette. On regardait le terrain de jeu vide. On sentait les odeurs de feux de camp et de gazon mouillé. Et on savait qu'on n'était pas les seuls à regarder le ciel. Et c'est comme ça que ça restera, tant qu'il y aura des planches qui grincent et des drapeaux qui claquent. Je suis parti de là en gardant des images. Des images qui reviennent quand je m'assois seul dans ma chambre et que j'entends un bruit de plancher. Je suis parfois tenté d'y retourner, seulement pour sentir à nouveau le poids du lieu. Mais jamais seul, jamais sans quelqu'un qui connaît le camp et qui sait comment fermer une trappe. Et si un jour tu m'y accompagnes, je te ferai voir le sous-sol. Tu verras peut-être l'ampoule, tu verras peut-être rien. Mais tu sentiras l'air froid qui sort d'une pièce que personne n'a ouverte. Tu sentiras ta respiration devenir bruyante. Le camp m'a appris une chose essentielle. Raconte toujours. Raconte pour tenir la peur sous la lumière. Raconte pour qu'elle cesse de cogner aux portes. Raconte pour qu'elle reste une histoire qu'on chuchote. Et pas un cri qu'on ne peut plus arrêter.